Cette table ronde sera essentiellement sur les enjeux de l'emploi, avec une présentation de l'écosystème du spatial, la relation donneur d'ordre sous-traitant, on a un peu évoqué ce matin, mais on y reviendra un peu plus spécifiquement, et les enjeux de l'aménagement du territoire, puisque notamment à Toulouse, on a plusieurs écosystèmes autour de l'aéronautique, je dirais côté avion, que je connais un peu mieux, et côté spatial, autour du Sicoval. Et donc, on aura une interpellation sur comment la puissance publique peut aussi être moteur de l'aménagement industriel. Donc, je vais vous présenter la différente tables rondes. Donc, bien sûr, Thomas Mendalier, qu'on ne représente plus. Ensuite, à côté de moi, Vanessa, donc de Magélium, de l'entreprise Magélium. Sébastien, qu'on ne présente plus. Jacques Auberti, donc, qui est du Sicoval et qui est aussi député dans une circonscription de la Haute-Garonne et qui est aussi syndiqué à la CGT. Il faut quand même le reconnaître. Et ensuite, Jérémy Rondeau, donc, qui représentera la Fédération Métallurgie et qui est à Airbus Atlantique sur l'établissement de Nantes. Donc, on va démarrer par, en fait, je dois excuser une personne qui malheureusement n'a pas pu venir ce matin. C'est la personne qui devait présenter l'ensemble de ces planches de Syndex et qui a malheureusement un souci dans sa famille assez grave et qui nous a quand même envoyé ces planches. Donc, du coup, on ne sera pas en capacité de présenter toutes les planches parce que, bon, on n'est pas des experts, mais Sébastien, qui connaît quand même un peu bien la situation, on va revenir sur l'écosystème du spatial à travers 3 planches. Je te donne la parole, Sébastien. Oui, donc je vais pas lire les planches, mais elles vont servir à illustrer les propos, à expliquer un petit peu la filière. On en a parlé ce matin, je crois que c'était Aurélie qui en a parlé. La filière du spatial en France, c'est 70 000 emplois. 70 000 emplois. C'était en tout cas les chiffres évalués il y a quelques années par l'INSEE. Donc on est peut-être au-dessus aujourd'hui. Il faut comprendre que la filière spatiale, c'est pas juste les donneurs d'ordre industriels du spatial, dont on a beaucoup parlé et qui concentrent souvent les enjeux, donc ceux dont on va parler aussi sur le débat de la fusion, donc Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space et Ariane Group. C'est à la fois les filières en amont et en aval. Les filières en amont, c'est tout ce qui va irriguer, on va dire, les industriels, soit les fournisseurs, les sous-traitants, qui contribuent à la chaîne de valeur. Il y a la filière aval, que représente aussi Vanessa, ou en partie en tout cas dans son entreprise, c'est l'exploitation des données. Et c'est des dizaines de milliers d'emplois. C'est un enjeu, je pense que Jacques en parlera beaucoup plus aussi pour les territoires, parce que les filières aval peuvent s'implanter où on veut. Il y a des filières aval, je crois, dans la Creuse et dans des endroits où il n'y a pas d'industrie spatiale. Ces filières aval ne sont pas forcément industrielles, c'est l'utilisation des données. Et c'est un enjeu qui après est difficile à quantifier, puisqu'en fait, on utilise tous des données spatiales et le spatial irrigue l'ensemble de l'économie française. Et on a les filières, on va dire, en parallèle qui représentent un grand nombre d'emplois, qui sont les filières académiques. Hein, donc, alors, on a parlé de super-héros, il y a un étudiant qui va intervenir, je crois, cet après-midi. Mais en fait, il y a à peu près 1000, en tout cas dans la filière académique des études d'ingénieurs ou scientifiques, il y a à peu près 1000 étudiants qui se font embaucher chaque année dans le spatial. Alors, qui se faisaient embaucher, parce que quand il y a des plans de suppression de postes, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est sûr que les débouchés pour la filière académique ne sont pas les mêmes. On a les filières de recherche. Alors là-dessus aussi, on aura un salarié qui a contribué au dernier rapport du GIEC, qui interviendra, qui illustrera un petit peu l'enjeu de la recherche et le fait qu'on a besoin du spatial pour la filière de recherche. Et évidemment, les organismes institutionnels. Alors le CNES, on en a parlé, on en reparlera, il faut parler du CNES, mais on pourrait citer Météo France, qui utilise des données spatiales, qui est un organisme public. Et donc, il y a en fait, c'est là-dessus qu'on a au moins 70 000 emplois. Les points que vous voulez présenter, Syndex, c'était un petit peu les ordres de grandeur au niveau économique. La filière spatiale au niveau mondial, elle va atteindre les 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Et ça représentera à peu près le niveau de l'économie du transport aérien, aviation civile, tout confondu. C'est-à-dire que c'est dimensionnant. Au niveau européen, au niveau français, on y participe, mais évidemment,
il y a une très forte puissance américaine sur l'ensemble de la filière spatiale. Si on peut dérouler un petit peu les planches, la planche d'après. Là, on voit un petit peu en fait la montée en croissance de la filière. Donc ça, c'est uniquement sur l'aspect du soutien étatique, c'est-à-dire en fait, c'est une filière, on l'a dit, hein, elle dépend d'aide publique, elle dépend d'investissements publics. Déjà historiquement, ça a été complètement, on n'a pas assez parlé, mais historiquement, ça a été complètement soutenu par les États, par déjà des entreprises nationalisées, par des agences et par 100% d'investissement public au départ. Et ça continue à avoir un investissement public qui est majeur, soit en amont, soit dans les achats. En Europe, c'est la moitié du marché est institutionnel. Et on voit que sur les contributions publiques, en tout cas pour l'instant, parce que Trump remet tout en question, rebat les cartes aux États-Unis, puisqu'il veut diminuer le budget de la NASA, mais le budget américain représente à peu près 80% ou les 2/3 de l'investissement public dans le spatial. On voit les secteurs en croissance à droite, c'est ce qu'a fait Syndex, c'est intéressant. On voit que c'est en croissance, que la Chine est en forte croissance dans l'investissement public. L'Union européenne un peu, et l'Italie, effectivement, en tout cas au sein des pays européens, a décidé de passer la vitesse supérieure. On peut enchaîner la planche d'après. Voilà, donc c'est pour rappeler qu'il y a ça, c'est les données 2000. Alors, il y a plusieurs années, 2023, 2024. C'est les revenus de la filière. Alors, eux, ils disent 8 milliards de revenus de la filière institutionnelle. C'est vraiment sur une partie de la filière, puisque on sait que l'investissement public en Europe, c'était en 2023, je crois, 11 milliards. Et on a probablement sur une économie qui représente plus que ça. Mais sur certains aspects, effectivement, institutionnels, on est sur 8 milliards. Bon, en France, 4 milliards et demi, mais ça représente qu'une partie des revenus. Et sur ces revenus qui sont institutionnels, ils sont captés effectivement par les grands donneurs d'ordre en majorité. Voilà. Et après, on n'en parlera pas, mais on en a parlé ce matin, des aides publiques, différentes aides publiques, à des centaines de millions d'euros. Voilà. Et donc, sinon, après, ils avaient préparé des planches qu'on ne les présentera pas sur la fusion. On fera un débat plus libre sur la question de la fusion introduit par Thomas tout à l'heure. Et j'ai fini pour moi. Merci. On va passer la parole à part qu'il y ait des questions dans la salle. Oui, on peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille au bout des présentations et ensuite on fera un débat dans la salle réservé aux questions pour tout à l'heure. Donc Jérémy va nous parler un peu de cette relation donneur-sous-traitant qui est quand même quelque chose que l'on connaît un peu dans l'aéronautique. Dans le spatial, c'est vrai que l'écosystème est un peu différent. Et donc, Jérémy va le traiter au sens général, pas forcément au sens proprement dit de l'écosystème du spatial. Merci Xavier. Donc bonjour à tous. Donc Jérémy Rondeau, délégué syndical Airbus Atlantique. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt spécialisé sur les sous-ensembles aéronautiques, moins sur le spatial. Mais bon, je pense que sur la relation de donneur d'ordre sous-traitant, il y a beaucoup de choses équivalentes, évidemment, qu'on soit dans le spatial, les hélicos, les satellites. Donc, une première chose, c'est qu'évidemment, ça, je vais rien vous apprendre, on développe rien aujourd'hui, que ce soit dans l'aéronautique ou dans le spatial, avec une forte implication des sous-traitants. Ce que nous a appris la crise Covid, c'est que, malheureusement, les sous-traitants, ils sont pas aujourd'hui protégés lors des grosses crises qu'on vit, par exemple, sur nos industries. Je vais prendre un exemple. Moi, donc, chez Airbus Atlantique, on avait beaucoup de sous-traitants sur mon site de Nantes, mais pas que, évidemment, sur le site de Méaulte, Rochefort, etc. Et au moment de la crise Covid, tous ces sous-traitants ont été les premiers à être licenciés, malheureusement, sur décision d'Airbus, parce qu'Airbus a rompu les contrats de travail donc, du jour au lendemain. Donc on voit bien que ce sont des sous-traitants qui sont pas du tout protégés et nous, on peut pas accepter cet état de fait parce que évidemment derrière il y a des milliers d'emplois en jeu et donc ce qui s'est passé en 2020-2021 chez Airbus au niveau des avions, comme je vous l'ai dit, tous ces sous-traitants ils ont été malheureusement remerciés et après à partir de 2022 on a vu un retour de la croissance des livraisons d'avions.
Et là, c'est posé le problème, c'est on était en sous-effectif chez Airbus. C'est-à-dire que dans des services où la sous-traitance représentait quasiment 3/4 des salariés, eh bien ces 3/4 de salariés, ils étaient partis et on n'arrivait pas du tout à les remplacer. Un exemple, moi dans mon service, le service qualité était réalisé par une entreprise sous-traitante et beaucoup de gens qui étaient partis avaient refait leur vie professionnellement, et donc quand Airbus a essayé de recontacter la boîte sous-traitance, ils leur ont dit mais nous on n'a plus du tout les effectifs pour réaliser ce que vous nous demandez en termes de sous-traitance. Moi j'avais des collègues qui étaient qualiticiens aéronautiques qui se sont reconvertis dans les diagnostics énergétiques, dans la qualité au niveau de l'agroalimentaire, la qualité chez Scania, enfin voilà. Donc ils sont tous partis, mais ils n'avaient pas envie de revenir évidemment chez Airbus parce qu'ils avaient refait leur vie entre-temps professionnellement. Donc on voit bien ce sont des salariés pas du tout protégés, et ça évidemment malheureusement c'est une situation qui peut pas être acceptable, parce que aujourd'hui la direction d'Airbus, quand elle fait sa communication au lendemain de la crise Covid, a dit mais nous il n'y a jamais eu de départ contraint chez Airbus au moment de la crise Covid, on a protégé tous les emplois. C'est faux. Ils ont évidemment viré beaucoup d'intérimaires et beaucoup de prestataires. On peut citer des entreprises comme 3A, de Richebourg, la TECOR, etc. Donc on sait que ça a été des purges, malheureusement, dans ces entreprises. Mais des purges cachées, évidemment, parce qu'Airbus, à chaque fois, dit « Moi, je ne suis pas responsable, moi, j'ai licencié personne, il n'y a eu pas de départ contraint. » Aujourd'hui, forcément, ces mêmes sous-traitants, ils se plaignent de ne pas pouvoir recruter, parce que qu'est-ce qu'on constate, c'est évidemment qu'il y a un manque de salariés en capacité de postuler sur les emplois proposés, que ce soit en interne, que ce soit aussi pour les boîtes sous-traitantes, parce qu'évidemment, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ces salariés ont pris différentes orientations, et puis, en même temps, c'est plutôt malheureux, mais la direction d'Airbus, elle se plaint, on dit on n'arrive pas à recruter, c'est pas normal. Mais c'est eux qui ont créé cette situation. Personne n'a demandé à Airbus de licencier du jour au lendemain des milliers et des milliers de salariés. Donc on voit bien que c'est eux qui ont créé cette situation de pénurie de personnel, et donc aujourd'hui ils viennent se plaindre si on n'arrive pas à produire les 65 à 320 par mois, c'est parce que on manque de qualiticiens, on manque de personnel au service méthode, etc. Mais encore une fois, c'est eux, par les choix managériaux, les choix stratégiques qu'ils ont faits, qu'on se retrouve dans cette situation. Alors, il y a évidemment des choses pour essayer il y a quelques leviers qu'on a pour essayer d'empêcher Airbus de faire tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que ces méthodes, elles s'imposent pas aux employeurs. On en a parlé un petit peu ce matin sur la RSE, donc la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mais ça s'impose pas, donc forcément tant que ça s'impose pas, c'est compliqué après de pouvoir actionner ce levier pour empêcher les donneurs d'ordre de faire tout et n'importe quoi. Dans le cadre d'Airbus, on voit que on aurait pu garder, s'il y avait une véritable RSE mise en place, des salariés qui aujourd'hui nous seraient bien utiles pour remonter en cadence. Et ça, la RSE, ça fait longtemps qu'on en parle. Je vois par exemple Macron qui en a fait la publicité il y a pas mal d'années, mais maintenant il commence à revenir en arrière. Je ne sais pas si vous avez vu dans Invest France là, qu'il a tenu au mois de mai, où il invite tous les investisseurs étrangers à venir investir en France. Il promet des milliards d'euros d'investissement, mais à côté, il dit ça serait bien qu'on lève les leviers, les freins à tout ce qui met un petit peu des bâtons dans les roues dans la gestion des entreprises, et donc qui vise directement la RSE. Donc ça, évidemment, c'est un problème, parce que là, un des leviers qu'il y avait pour protéger les salariés est complètement remis en cause. Alors un autre levier, ça a été évoqué un peu ce matin, c'est évidemment la loi GMES. Alors qu'est-ce que c'est la loi GMES ? On en a parlé un petit peu, je vais essayer d'aller un peu plus en détail. C'est une loi qui permet d'imposer
si elle est évidemment votée, imposer aux donneurs d'ordre des obligations en termes sociétal, encore une fois, mais des obligations sur l'emploi, sur la stratégie, sur pas mal de domaines où les salariés aujourd'hui n'ont pas leur mot à dire. Et donc, cette loi, si elle est votée, ça serait une avancée véritablement importante pour permettre aux salariés d'avoir leur mot à dire dans leurs instances face aux donneurs d'ordre. Donc ça, c'est vraiment important parce que, encore une fois, c'est parce que ces sous-traitants n'ont pas leur mot à dire au moment des négociations, au moment des crises, que malheureusement, ils se retrouvent dans des situations où ils sont complètement bloqués face à des directions complètement sourdes à leurs revendications. Moi, je l'ai vu, par exemple, au moment du PSE chez Airbus, où on n'entendait pas du tout la voix des sous-traitants qui à qui la direction disait ça va très mal, c'est normal que vous dégraissiez. Et après, nous, en CSE central, par exemple, on savait que la situation n'était pas aussi catastrophique que ça allait redémarrer à partir de 2021. Donc moi, j'informais les sous-traitants des Satis, par exemple, en leur disant mais ce que la direction vous dit pendant le CSE, c'est faux. Il y a encore plein de charges de travail, il n'y a pas d'annulation de commande. Il faut juste faire le dos rond pendant 2 ans avec la PLD, par exemple. Et après, vous pourrez repartir et remonter sur des cadences comme c'était prévu initialement. Mais là, évidemment, comme il n'y a aucune consultation, aucune relation entre donneurs d'ordre et sous-traitants, les dirigeants des sous-traitants, ils écoutent bêtement un peu ce que disent la direction d'Airbus et puis ils valident les choix managériaux faits par Airbus, ils s'adaptent. Et voilà, bon, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la loi GMES, elle est très importante parce qu'évidemment, elle donnera demain un pouvoir à tous ces sous-traitants qui ne sont pas en capacité de se défendre. Donc ça, c'est vraiment important qu'on porte cette loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà. Merci, merci Jérémy. Alors, avant de passer la parole à Vanessa, les GMS, ils ont produit une nouvelle brochure. Vous avez tout l'explication de la loi, ce que a rappelé en quelques mots Jérémy, et aussi le projet de loi proprement dit. Et si ça vous intéresse, sur le devoir de vigilance, la CGT Airbus et la coordination aéronautique a produit une nouvelle édition d'un livret que l'on avait fait il y a déjà quelque temps sur le devoir de vigilance en y intégrant la loi des GMS et aussi la directive européenne sur le devoir de vigilance qui vient d'être votée. Voilà, donc si ça vous intéresse, on a quelques exemplaires au fond de la salle. Et je passe la parole à Vanessa qui va nous traduire un peu, on a parlé de donneurs sous-traitants, voilà, qu'est-ce qu'il en est de la sous-traitance à travers aussi votre vécu et le vécu que vous avez dans l'entreprise, puisque apparemment ça se passe pas si bien que ça. Du coup, bonsoir à tous. Vanessa, moi je viens de Magellium Artal, c'est une boîte de sous-traitance en ingénierie aérospatiale qui fait principalement du traitement d'imagerie spatiale et qui travaille du coup pour les grands donneurs d'ordre tels que Thales, ADS, le CNES, mais même l'ESA, etc. Et nous, et on a aussi monté la CGT il y a 3 ans et demi dans la boîte. Et pour repartir, moi, quand on m'a demandé de parler du coup sur cette table ronde, je me suis dit que j'allais partir du sujet de la loi GMES qui cherche à réguler les rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants et avant tout des 2 grands drames majeurs qui a occasionné cette réflexion, puisque à l'origine, il y a quand même 2 drames qui sont GMES, donc la suppression de plusieurs centaines d'emplois dans la Creuse, mais aussi quelques années plus tôt l'effondrement d'entreprises d'industrie textile au Bangladesh. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces 2 événements qui, a priori, n'ont rien à voir, en fait, expriment et mettent à jour une réalité qui est celle, en fait, d'une chaîne de valeur dont on a un peu parlé, qui est mondialisée, et d'une logique néolibérale qui fait que on peut avoir à la fois dans le sud global des conditions de travail extrêmement précaires et dans les pays dits du Nord, plus une relative
situation privilégiée, etc. Mais en fait, ce que montre le drame de GMES, c'est que cette situation, dans un contexte de crise du néolibéralisme, elle est plutôt précaire et fragile. Et par rapport à ça, du coup, le projet de la loi, il montre ça, c'est-à-dire que face à ça, la sous-traitance est particulièrement exposée à la violence sociale, mais que la crise actuelle du néolibéralisme, ça se voit à travers les événements tels que les réorganisations à Thales, à ADS, fait que même les donneurs d'ordre aujourd'hui sont plutôt impactés, inquiétés et attaqués. Et donc, si cette loi, elle défend quelque chose de très légitime, je pense qu'elle doit nous pousser à nous interroger sur plusieurs choses. Déjà sur le fait que, en dernière instance, elle donne à l'État la possibilité de réguler quelque chose qu'il a lui-même aidé à créer. La sous-traitance, le développement de la sous-traitance, ça a été accompagné par l'État et par un ensemble de lois qui ont précarisé le travail, qui l'ont fragmenté, la loi Auroux, les lois Macron, la loi Travail, la loi El Khomri, etc. Autant de mesures qui permettent à la fois de dégrader les conditions de travail et à la fois de réduire la capacité des travailleurs à pouvoir se défendre face à ça, parce que la loi Macron, typiquement, ça permet en fait que le CHSCT disparaisse quasi. Et donc, ça, c'est important à avoir en tête. Parce que du coup, ça pose la question de la capacité de l'État lui-même à réguler ce qu'il a créé. Et dans un contexte, on en a parlé ce matin pas mal, mais de militarisation, ça risque de s'accentuer et d'accentuer ces tendances. Nous, à Toulouse, je pense qu'on doit se poser ces questions-là parce que le bassin industriel toulousain, ça va être le centre stratégique de la question du réarmement. Et je pense qu'on doit prendre conscience que le tournant de réarmement, c'est réellement un tournant. Je ne vais pas redonner les chiffres, mais je pense qu'on les a en tête, mais on parle de 800 milliards d'euros à l'échelle européenne ou à l'échelle française, 900 milliards en Allemagne, etc. Et que dans ce contexte-là, et c'est pour ça qu'on a pu en discuter ce matin, parler de souveraineté ou d'autonomie stratégique, c'est avant tout justifier un tournant vers l'économie de guerre. Ça répond à un projet politique de défense, d'intérêt et d'intérêt impérialiste, etc. Je parle de tout ça parce que nous, par exemple, à Magellium Artal, on vient d'être racheté par un fonds d'investissement qui est orienté défense. Et dans le même temps, en fait, on a une de nos collègues qui se fait licencier, qui est une collègue CGT, qui est une lanceuse d'alerte, qui a dénoncé collectivement avec tous ses collègues le harcèlement moral qu'elle subissait de son chef d'unité, qui a aidé avec la CGT aussi dénoncer ce dont tu parlais. Nous, on a une équipe, le contrat de clients s'est arrêté. Et toute cette équipe, c'était des techniciens, ont été poussés vers la sortie via des ruptures conventionnelles. Mais en fait, ils n'avaient pas le choix. C'était clair, c'était ça ou le licenciement. Et donc, je pense que c'est important de voir ça parce que et de l'ancrer dans le contexte de réarmement, parce que cette répression qui s'abat là encore plus violemment à Magellium, bien sûr qu'elle est liée au fait que faire racheter par un fonds d'investissement orienté défense, c'est quelque chose qui risque aussi de se généraliser. Je veux dire, la guerre va créer une aubaine pour ce genre de fonds d'investissement et qui nécessite, pour le faire accepter, de couper les têtes de ceux qui, dans la boîte, aujourd'hui, sont en capacité de dénoncer ces choses-là, de se défendre, de se battre et de s'organiser. Voilà, donc je pense que ça, c'est important pour ça. Dans le même temps, du coup, je pense que, faut voir que du coup, on va plus vers un durcissement de ce genre de choses que vers une certaine régulation. Et à mon avis, faut qu'on en soit conscient. Et par rapport à ça, pardon, j'ai perdu mes notes. Par rapport à ça, je pense que oui, les deux drames majeurs dont je parlais, ils sont à la fois extrêmement poignants.
mais à la fois, ils doivent nous interroger sur quelque chose, sur une sorte d'espoir qu'ils apportent, parce que suite à ces drames, ce qui s'est passé, c'est des luttes importantes, et je pense que le fait que ces problèmes-là, ces questions-là, elles aient été mises à l'ordre du jour après ces drames-là, c'est pas seulement l'indignation que les drames ont pu créer, mais le fait que ces luttes, elles aient eu lieu, et je pense que, et je vais finir sur ça, les assises du spatial, elles doivent aussi nous servir à ça, à discuter entre nous, donneurs d'ordre, travailleurs des donneurs d'ordre, travailleurs de la sous-traitance, de ce qu'on veut pouvoir construire face aux projets que sont les projets impérialistes, etc., qui vont mener à plus de militarisation, mais du coup à plus d'industrie de l'armement, etc., et qu'on s'organise pour savoir ce que nous, on veut en faire. Oui, c'était sur ça que je voulais venir, parce que la question du sens du travail, Xavier m'a demandé d'en parler, mais je pense que c'est quelque chose d'important. La question du sens du travail, c'est quelque chose de fort. Vous avez tous vu des étudiants ingénieurs qui désertent, qui disent « moi, je ne veux pas contribuer à détruire la planète, je ne veux pas contribuer à envoyer des armes quelque part, etc. » Et je pense que nous, face à ça, à ces jeunes-là, on doit pouvoir être en possibilité de montrer une autre perspective qui n'est pas d'abandonner le poste, mais de décider ensemble de ce qu'on veut faire, de en fait ce qu'on produit, de ce qu'on veut faire de notre travail, et que si ce qu'on veut faire de notre travail, ce n'est pas défendre les intérêts de la bourgeoisie, on a le droit de le dire. Si ce qu'on veut faire de notre travail, c'est créer des biens communs, c'est créer pour la santé, pour l'éducation, pour la culture, etc., alors il faut que déjà on se mette d'accord sur ce projet, et ensuite qu'on décide ensemble comment on veut lutter pour ça. Et je finis là-dessus. Les ingénieurs, bien sûr qu'on a un rôle à jouer, notre savoir et notre technique, on doit décider au service de quoi on veut les mettre. Et je finis sur le fait que nous, pour notre collègue, du coup, on continue à se battre, et parce que je parle de ça, mais parce que la répression, vous voyez que si on veut construire un autre projet, on va pas trouver aucune résistance, et que du coup, la lutte contre la répression, elle doit se jouer dès maintenant. Et donc, notre collègue a décidé de se battre, elle a été licenciée, elle va poursuivre la direction au référé dans une audience qui aura lieu le 4 juillet, parce que nous, on refuse d'attendre passivement que le fond nous donne raison dans 3, 4, 5 ans, la procédure sur le fond, mais que dès maintenant, on pense qu'il faut dénoncer cette violence, cette brutalité, cette discrimination syndicale, etc. Et que laisser la voie à ça, c'est laisser la voie à ce qu'il n'existe plus de section syndicale dans notre boîte et qu'on soit plus en capacité de se défendre demain. Voilà. Merci. Alors, avant de donner la parole à Jacques, pour revenir au sens au travail, on peut saluer quand même ce qu'ont fait les dockers à Marseille, qui ont quand même bloqué, et d'ailleurs le gouvernement l'a attesté, qui ont bloqué la cargaison d'armes qui partait à Israël pour aller faire continuer le génocide à Gaza. Et donc les dockers marseillais, ils l'ont fait, et donc ça veut dire qu'on peut le faire aussi. Donc, pour revenir au sujet, donc Jacques, tu vas nous parler un peu d'aménagement du territoire, c'est-à-dire comment aussi la collectivité et la puissance publique, elle peut être aussi avoir sa raison d'être, notamment dans la réindustrialisation, puisqu'on en est là aujourd'hui. Bien, merci en tout cas pour votre invitation. Je vais me présenter, Jacques Auberti, je suis député depuis juillet 2024, donc très peu de temps, de la 10e circonscription de la Haute-Garonne, le Lauragais, avec sur mon territoire, évidemment, particulièrement au nord, contre Toulouse, je dirais même tout contre Toulouse, sur le territoire du Sicoval, donc des fleurons, effectivement, de la filière du spatial que vous connaissez bien. Mais cela fait cette année 30 ans que je suis élu local. J'ai été maire d'une petite commune du Lauragais durant 16 ans et plus de 9 ans, donc président de la communauté d'agglomération du Sicoval. Petite communauté autour de Toulouse, mais qui a son poids en matière économique, 85 000 habitants, donc une grande famille, mais évidemment un secteur très développé avec près de 36 000 emplois, donc regardez le ratio, 36 000 emplois, 85 000 habitants, des mouvements pendulaires avec Toulouse à près de 15-17 000 salariés qui font le voyage dans un sens comme dans l'autre, tous les jours. Pensez immédiatement de transport en commun, bien évidemment, de lignes de métro.
qui nous coûte fort cher. Juste ayez en tête, le Sicoval contribue à hauteur de 65 millions d'euros pour que ces 2 lignes de métro aient pu arriver sur son territoire. Un territoire, évidemment, qui est très marqué par différentes filières. Le Sicoval a su ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, puisqu'il travaille tout autant sur les agrobiosciences. Et d'ailleurs, j'ai été délégué syndical depuis de 15 ans à la CGT dans ce cadre-là. Et donc, je suis bien évidemment, vous le comprenez, solidaire avec votre combat, le combat du spatial. Les agrobiosciences, mais aussi tout ce qui est satellitaire, aéronautique, l'économie donc sociale et solidaire particulièrement, et puis bien évidemment la tech, puisque nous avons des fleurons aussi de la tech particulièrement à la Belge, vous en connaissez certainement, qui sont d'ailleurs dans la filière. Je pense par exemple à CLS, avec sa contribution d'ailleurs aussi aux constellations de satellites. Donc voilà le territoire tel qu'il est aujourd'hui. Mais il ne l'est pas devenu tel qu'il est aujourd'hui par hasard, vous le comprenez bien. Il fait partie sans doute du territoire le plus dynamique dans la région Occitanie, qui est elle-même la région qui concentre le plus d'entreprises sur cette filière-là, 260 entreprises, à peu près 14-15 000 salariés, sur l'endroit où se trouve une concentration forte des entreprises du spatial, sur le Sicoval, le parc du canal de Ramonville. Cela représente à peu près 1500 emplois. 1500 emplois, ce sont en gros 1500 familles pour nous. Maintenir un tel parc, de telles filières, ça nécessite bien évidemment des investissements. Ayez en tête que aujourd'hui, l'investissement sur une zone d'activité économique, c'est entre 30 et 60 millions d'euros dans la durée, d'investissement pur, c'est-à-dire uniquement pour faire des routes, uniquement pour acheter des terrains, pour créer les meilleures conditions d'implantation des entreprises et évidemment les accompagner dans leur implantation, puisque là aussi, il y a de l'injection d'argent public, national, régional et local. Ce sont aussi des accompagnements des salariés du Sicoval, donc des agents de la fonction publique, qui interviennent tous les jours auprès des entreprises pour dialoguer, pour répondre aux questionnements, pour organiser des événements. Et pour cela, il faut aussi des investissements qui permettent d'accueillir. Prenez le cas du centre de congrès d'Agora Agora. Il a été fait pour les entreprises, au service des entreprises. C'est un investissement qui est à hauteur de 12 millions d'euros aussi quand on cumule. Et il doit être en permanence en rénovation. Il y a bien évidemment dans ce genre de filière des contacts pour s'occuper des salariés. Nous travaillons beaucoup d'ailleurs avec les comités d'entreprise. Et travailler avec les comités d'entreprise, c'est évidemment constituer les ressources locales au sein de la collectivité avec des agents qui donc peuvent aborder ce métier-là. Ce sont des spécialistes qui peuvent aussi mettre en relation avec la région, avec l'Europe. Voilà. Donc ce sont des charges de fonctionnement permanentes, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que un développement économique sur un territoire, et nous avons la chance en Haute-Garonne d'être un territoire particulièrement dynamique, c'est autant de familles épanouies qui peuvent s'inscrire dans la durée, à moins qu'elles aient dans leur vie professionnelle des ruptures brutales. Et c'est là où effectivement, de la même façon que vous disiez qu'il faut des liens au sein de filières avec la sous-traitance, il faut aussi des liens avec le territoire. Avec le territoire, je vais vous donner quelques éléments d'appréciation. J'ai parlé donc d'accompagnement des filières, de conventions avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, de la démarche qui peut être amenée à amener des délégations dans des salons internationaux, par exemple, d'accompagner des pôles de compétitivité, Aerospace Valley, de soutenir des clubs, Galaxy. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de la commande publique, dans les données qui sont recueillies. Aujourd'hui, les territoires travaillent de plus en plus sur des aides à la décision, sur la base de données qu'on va considérer comme scientifiques, avec des moteurs d'intelligence artificielle pour essayer de mieux prédire ce que deviendront effectivement les parties du territoire.
C'est aussi accueillir les salariés, les soutenir quelquefois dans des moments difficiles, mais pas uniquement avec son cœur ou avec son moral. C'est aussi les accompagner concrètement avec des moyens, avec des services. C'est bien évidemment séduire les chefs d'entreprise, mais séduire aussi les salariés. Quelquefois, ils ont besoin de l'être pour changer évidemment de territoire, changer de boîte. Donc ça veut dire travailler sur la qualité de vie, sur l'habitat, conduire les maires à décider d'opérations pour pouvoir mieux accueillir, évidemment développer les services aux familles, trouver un emploi pour le conjoint. Les services aux familles, je vous donne juste un exemple. En 2015, nous avons réalisé un investissement de 10 millions d'euros sur la petite enfance, ce qui nous positionne à un taux très haut d'accueil de la petite enfance sur le territoire. Donc ça veut dire, en gros, 10 ans après, 1 million d'euros par an d'investissement, c'est de l'investissement, évidemment financé par l'impôt. Donc pris sur les marges de manœuvre, en quelque sorte, du territoire. Mais c'est vrai aussi pour les centres de loisirs, parce que les familles en ont besoin. C'est vrai aussi peut-être pour le rapprochement familial, sur évidemment l'aide aux personnes en perte d'autonomie. C'est accompagner aussi les salariés dans leur mutation, les entreprises dans le recrutement. Je pense particulièrement à l'espace emploi-formation, sur la Beige, que nous avons maintenu sur nos fonds propres. Et puis, c'est l'accompagnement aussi des grandes filières de formation. Vous le disiez, au lendemain de la pandémie, moi j'ai quelqu'un de la filière qui est venu me voir en disant « Il faut absolument que vous nous aidiez à former 1000 ingénieurs par an, notamment dans la tech. » Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire mobiliser des entreprises, des locaux, nous travaillons beaucoup à la région, donc c'est aussi, bien évidemment, de l'argent public injecté. C'est aussi constituer pour les familles autant d'atouts pour qu'elles viennent sur ce territoire. Et les familles regardent la question du sport, de la culture, des loisirs. Donc c'est aussi des investissements en la matière et de l'accompagnement financier. Mais regardent aussi, pour leurs enfants, les grandes écoles, l'enseignement supérieur, la qualité des lycées, où se trouvent les collèges, est-ce que c'est facile pour y accéder? Voilà. Et tout ça, c'est de l'argent injecté par les collectivités territoriales aux différentes strates, en proximité par les communes et l'intercommunalité, intercommunalité dont la compétence est d'abord le développement économique, mais aussi le département, la région et l'État, qui lui-même d'ailleurs, à certains moments, a été un réel décisionnaire pour l'implantation. C'est la raison pour laquelle, et pour ne pas être trop long, je dirais en conclusion, en fait, même combat. Même combat entre l'ensemble de la filière et la sous-traitance, même combat avec les territoires. Nous avons bien des exemples au niveau national où des filières entières ont disparu et des territoires s'en sont retrouvés absolument laissés pour compte. Nous faisons en sorte que chez nous puissions être sans doute l'exception. Voilà, merci. Merci. Je vais passer la parole à Thomas, qui va peut-être essayer de faire une petite synthèse, mais surtout aussi là, donner la parole à la salle et la table ronde répondra dans la mesure du possible. Merci. Donc oui, vous avez compris que la bataille pour l'emploi est une bataille de longue haleine, pour lesquelles on arrive à arracher des victoires, et il faut se le dire, parce que des victoires, on n'en a pas toujours. Donc quand on en a, il faut les souligner. Récemment, on en a eu une à Thales Alenia Space, puisqu'on a réussi à obtenir le gel des suppressions de postes. Donc, donc il ne faut pas se priver d'en parler. D'ailleurs, il faut d'autant moins se priver d'en parler que peut-être, si on ne l'avait pas mis sur la place publique le jour même, en faisant un communiqué de presse, la direction du groupe aurait tenté de faire revenir notre PDG sur cette décision, puisque visiblement, il n'était pas tout à fait synchronisé. Et donc si on n'avait pas mis ça sur la place publique le jour même, je peux vous dire que la direction du groupe aurait fait une communication à la direction des salariés pour leur dire qu'ils avaient mal entendu ce qu'avait dit notre PDG. Voilà. Je voulais faire le lien avec ce que tu as dit, Jérémy, la loi GMS, qui est certes très importante, mais ce qui est tout aussi important, c'est la mobilisation des salariés. Je tenais à souligner que sur Midi-Pyrénées, on a une coordination des syndicats CGT
de l'aéronautique et qui devient de l'aéronautique et du spatial, puisque avec toute l'actualité qu'on a connue et les luttes qu'on a menées, on a aussi appris à travailler ensemble. Et il faut oublier personne dans la chaîne de valeur. Et donc on continue à travailler ensemble et à préparer les luttes pour les semaines et mois qui arrivent, tant sur l'emploi que sur les salaires, parce que les salaires, c'est quand même ce qui nous permet de vivre au jour le jour, et que dans le spatial, on le rappelle, chez Airbus Defence and Space, comme chez Thales Alenia Space, la politique salariale, c'est 0% d'augmentation générale, 0% d'augmentation individuelle. Et si on est avec ce niveau de politique salariale chez les donneurs d'ordre, je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans la sous-traitance. Voilà. Donc il est hyper important qu'on mène les luttes ensemble sur toute la chaîne de valeur pour obtenir des victoires, tant sur l'emploi que sur les salaires. Vanessa, tu le soulignais, ce combat en commun qu'on doit mener, il est bien donneur d'ordre sous-traitant, et nous, on est souvent dans nos boîtes désemparés par le fractionnement de la communauté de travail qui a été voulu par le patronat et qui fait que quand nos collègues souffrent au travail, sont pas reconnus, mais n'ont pas le bon employeur, on n'a pas notre capacité d'intervention. Et donc on doit construire ça travailleurs ensemble, travailleurs et travailleuses ensemble, et en espérant qu'il y ait des lois qui viennent nous donner les moyens d'être encore plus efficaces. Mais c'est d'abord à nous de mener ces luttes et de forcer la prise de décision politique en mettant l'accent sur la communauté de travail. Bien sûr, le territoire est une chose importante. Moi, je pense à mes camarades de la SAM. Longue lutte et un territoire qui est dévasté. Et si demain on ne veut pas connaître ça sur le bassin toulousain dans le spatial, eh ben, il faut aller arracher d'autres victoires et continuer à se battre pour les arracher et continuer à faire du lien avec les différents syndicats de la filière, mais avec le politique, parce que le politique fait partie du rapport de force, surtout quand on est dans une filière où on appartient à des grands groupes dont l'État est un actionnaire important, où on contribue à un secteur stratégique, parce que certes le spatial équipe les forces de défense, mais il nous permet aussi de faire tout ce qui est observation de la Terre, participer à des moyens de communication pour la sécurité civile, moyens de communication qui n'étaient pas disponibles pour des raisons politiques à Mayotte, et on a dû aller prendre des moyens qui appartiennent à un privé fort peu recommandable et d'extrême droite. Voilà, on peut tous le regretter. Donc tout ça est lié en fait, et il faut repartir sur une politique du spatial qui réponde aux besoins de la population et qui soit contrôlée par les travailleurs et les citoyens. Sur ce, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais peut-être introduire rapidement la fusion TAS-ADS, parce que finalement, les suppressions de postes qu'on a connues dans le spatial aujourd'hui, on a fait mener des expertises dans le cadre des CSE et CSEC, et aucun expert n'a été capable de trouver une justification à ces plans de suppression de postes. On est dans la même situation à TAS comme chez ADS. Nos carnets de commandes sont pleins, avec beaucoup de commandes institutionnelles, donc avec de l'argent public, et rien n'explique ces plans de suppression de postes. Sauf si on lit la presse, et que dans la presse, nos directions de nos deux groupes français et du troisième groupe italien lâchent des informations sur un projet de fusion des activités spatiales des groupes Thales, Airbus et Leonardo. Et à part ça, rien ne justifie ce plan. Et donc en fait, ce serait le premier étage de la fusée finalement, de la fusée et de la casse sociale, pour commencer à diminuer les effectifs en amont, pour qu'au moment de l'annonce de la fusion, la casse sociale paraisse moins importante. Alors, peut-être que cette fusion a des aspects bénéfiques, peut-être qu'il y aura dans la salle des gens, des collègues, des camarades, pour y trouver des aspects bénéfiques, et j'espère que vous n'hésiterez pas à prendre la parole pour le dire, parce qu'on doit se nourrir de nos réflexions communes pour pouvoir lutter au mieux pour la défense de l'emploi. Je vais m'arrêter là, vous laisser la parole, vous laisser peut-être interpeller les différentes personnes à cette deuxième table ronde, et puis donner vos points de vue, vos analyses sur cette fusion que nos patrons appellent Bromo.
Merci Thomas. Donc, il y a un micro, Pierre, il fait circuler le micro. Donc, vous pouvez, allez-y, on prend les premières questions. Je vous propose de prendre 2-3 questions et puis ensuite, la table ronde y répondra. Gabriel, merci pour ta participation. Oui, bonjour à tous. En fait, je voudrais faire 2 remarques et pas poser une question. La première remarque, c'est que je trouve qu'on endogénéise beaucoup trop facilement les termes utilisés par le patronat. Ce que je veux dire par là, c'est que vous reprenez donneur d'ordre, sous-traitant. À partir du moment où vous dites donneur d'ordre, sous-traitant, vous placez le sous-traitant dans une situation de subordination. Alors qu'en réalité, dans bien des cas, ce ne sont pas des sous-traitants, mais des co-traitants. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que Airbus ne sait plus faire un certain nombre de choses. Ces choses ont été externalisées, sont des compétences, des savoir-faire, des fonctions que Airbus ne suit plus. Donc il ne faut absolument pas endogéniser un lien de subordination. Ce sont des co-traitants et non pas des sous-traitants, pour la majorité d'entre eux. La deuxième remarque, c'est pour dire que vous évoquez la question de la parole des salariés. Le droit français n'autorise pas la parole des salariés. Parce que la parole des salariés, en fait, elle ne peut exister que si effectivement l'entreprise comme catégorie du droit existe. Or, vous le savez peut-être pas, mais l'entreprise comme catégorie du droit n'existe pas. La seule entité que le droit français reconnaît, c'est l'entité société. Et cette entité société, en fait, elle est au service exclusif des actionnaires. Ce qui veut dire que, aussi longtemps que la catégorie juridique entreprise n'existera pas, ne sera pas constituée dans le droit français, dans le droit positif, eh bien les salariés seront considérés comme étant des fournisseurs de travail dans une relation de subordination par rapport à celui qui les emploie. Donc, l'urgence, mon point de vue, les lois dont vous parlez sont très importantes, c'est effectivement que les organisations syndicales se mobilisent pour faire en sorte que l'entreprise existe, avec un article de loi qui dit la finalité de l'entreprise n'est pas de faire des profits, mais de produire des biens et des services utiles à la société. Les parties constituantes et non pas prenantes de l'entreprise, ce sont les apporteurs de capital, mais les apporteurs de travail, etc. etc. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Et donc, aussi longtemps que ça n'existe pas, dans le meilleur des cas, on aura des administrateurs salariés à hauteur de 1 pour 8. Donc là, l'urgence pour moi, elle est vraiment de se battre pour constitué dans le droit français, c'est très important. Le droit allemand reconnaît la catégorie juridique d'entreprise, avec à sa tête un conseil de surveillance qui est paritaire. Vous voyez, il y a d'un côté la société avec le conseil d'administration, et de l'autre l'entreprise avec un conseil de surveillance. C'est extrêmement important. Merci. Donc moi je voulais intervenir sur le projet de loi des GMS en particulier, et donc j'ai parlé des contractants, si j'ai bien compris. Donc je pense qu'il n'y aura pas de loi GMS, contrairement à ce qui a été dit et porté ce matin par des députés. Je pense qu'il n'y en aura pas s'il n'y a pas l'intervention des salariés de façon décidée et vraiment très forte. On voit que ce projet de loi porté par nos camarades, ils étaient au congrès de la Fédération bien sûr, ça passe par un pont. ça fait à peu près 10 ans qu'il est en construction et qu'il le porte après la quasi-fermeture du site. Donc on voit les difficultés qu'il y a. Mais les difficultés qu'il y a, c'est avant tout la prise en compte de ce projet-là, pas au niveau des politiques, puisqu'a priori les politiques, ils le connaissent. Nos camarades de GMS, ils les ont tous rencontrés à de maintes reprises, à tous les niveaux et au niveau européen aussi. Donc là, je dirais que le boulot il est fait. Le problème, c'est notre problème à nous, en tant que donneurs d'ordre. Et cette non-prise en compte par nous, je ne parle pas spécialement de nous syndicats, et encore, mais par les travailleurs de ces grosses sociétés, il est premier là-dedans. Et tant qu'on n'arrivera pas à remettre un peu d'ordre dans ce travail-là, je pense qu'on n'avancera pas. Par exemple, je vais donner un exemple, il y a encore quelques années, dans nos CSE, les CE à l'époque, je suis désolé, mais j'étais secrétaire d'un CE, on avait le détail de tous les sous-traitants
je m'excuse, mais de tous les sous-traitants que l'établissement avait. Et je me rappelle qu'à Thales, on avait 8000 sous-traitants. Pas 100 ou 200, 8000. Ça veut dire que si on ne refait pas ce travail vraiment concret de terrain, ce suivi au plus près, eh ben, on peut toujours avoir des grands discours, je dirais ça comme ça. Donc on a à se donner quelques objectifs. Je pense que celui-là, ça peut en être un concret, mais aussi à avoir le souci, à tous les niveaux, et Thomas, tu le disais, lorsqu'on parle de revendications des salariés de nos boîtes respectives, on parle des revendications aussi de ces camarades-là, salariés dans des petites boîtes. Si on ne fait pas ça, eh ben, on les laissera toujours à la merci des grands donneurs d'ordre. Et donc je pense que c'est indispensable, et si on pouvait avoir des démarches communes sur des sujets comme ça, c'est celle-ci qu'il faudrait démarrer. Deuxième chose que je voulais dire, il y a une loi qui vient d'une grande lutte qui était dans la sidérurgie, c'est la loi Florange. On n'en a pas parlé, mais elle est extrêmement limitée encore aujourd'hui. Ceci dit, elle est issue, je crois en 2014-2015, d'une lutte de la CIDE, son nom le dit, c'était des établissements qui étaient à Florange, donc en Moselle, un site qui allait fermer, et le gouvernement a été obligé de légiférer par rapport à une lutte massive qui dit que une entreprise qui souhaite fermer une boîte, un site, un établissement, est obligée de se donner les moyens de trouver un repreneur, au risque de devoir rembourser toutes les aides d'État qu'il aurait eues, ce qu'on a vu un petit peu ce matin. Je veux dire, cette loi, bien sûr, elle est encore loin parce que le seuil est à 1000 personnes. Ça veut dire que ça nous concerne nous, ça concerne en général pas les petites sociétés. Pour autant, mettons-la en avant avec ce projet de loi et exigeant, bien sûr, que ce seuil de 1000 soit réduit à ce qu'on veut, à 50 ou à 10, et imposant une démarche qui soit commune à cette loi et ce projet, et je pense qu'on pourra avancer et faire en sorte que ce projet qui est extraordinaire se réalise vraiment. Merci. D'autres questions? Peut-être avant de prendre la prochaine question, Jérémy, tu veux dire quelques mots? Oui, je rejoins complètement sur l'idée de co-traitance plutôt que sous-traitance, évidemment. Moi, je suis toujours très très mal à l'aise lorsque Airbus annonce, par exemple, ses primes de participation et d'intéressement pour les salariés à statut Airbus, alors qu'on bosse dans des bureaux où parfois 70% des salariés sont sous-traitants ou sur certaines lignes de production. Donc forcément, ces salariés qui participent au quotidien avec nous aux résultats d'Airbus, eux, malheureusement, ne touchent pas effectivement l'équivalent de ces primes-là. Donc nous, c'est vrai qu'on fait l'effort quand on annonce des résultats de dire qu'on voudrait aussi, je dis nous, c'est la CGT évidemment, que l'ensemble des salariés qui interviennent sur la production soient associés aux résultats de l'entreprise et pas juste les salariés à statut CDI. Et pour revenir aussi sur l'intervention du camarade, oui, c'est pareil aussi. Moi, c'est ce qui me fait vraiment, ce qui est difficile, c'est quand on fait du tractage, par exemple, pour des sujets sur l'organisation du travail sur mon site, et qu'on a des salariés qui nous disent non, je prends pas le papier parce que je suis sous-traitant. Et là, il faut vraiment aller dialoguer avec eux. C'est pas parce que tu es sous-traitant que la convention collective de la métallurgie, elle s'impose pas à toi, que par exemple les NAO telles qu'elles sont définies, négociées chez Airbus, forcément, par un effet boule de neige, elles vont aussi avoir des répercussions sur toi. Donc, oui, effectivement, on est tous dans le même bateau et on est des co-traitants, c'est tout à fait vrai. Et on doit essayer d'aller vers ces salariés au même titre qu'on va vers les salariés d'Airbus, de Thales, de Safran, parce qu'encore une fois, on fera rien sans eux, tellement aujourd'hui, nos emplois sont imbriqués les uns aux autres. Alors, juste avant de donner la parole, moi je pense que sur la question de la sous-traitance ou co-traitance, le problème c'est qu'aujourd'hui on est plutôt dans la sous-traitance. Et on l'a vu notamment quand Airbus Avion a réduit lors du Covid de 40% les charges de travail. Du jour au lendemain,
ils ont dit aux sous-traitants, il y a 40% de moins en charge de travail. Ça s'est traduit par quoi? Par des suppressions d'emplois et chez les sous-traitants par des licenciements secs. Donc oui, malheureusement, on souhaiterait que dans la sphère aéronautique, dans la sphère du spatial, on ait des relations plutôt de fournisseurs, de co-traitants et tout. Mais la réalité, c'est pas ça. Aujourd'hui, côté avion et maintenant côté spatial, on a créé une coordination des syndicats des donneurs d'ordre et des syndicats des fournisseurs, si on ne veut pas appeler des sous-traitants, de ceux qui participent à ce qu'on appelle la communauté de travail. Mais ça n'a pas été un truc facile, y compris de dire que oui, nos collègues, même s'ils n'ont pas le même statut, eh bien, ils participent à la même finalité, c'est-à-dire produire un avion, produire un satellite, produire une fusée. C'est cette notion de communauté de travail, à mon avis, qu'il faut essayer de mettre en avant du point de vue syndical. Effectivement, on a chacun des statuts différents, mais ça se traduit par des conditions de travail différentes. On le voit avec le témoignage de Vanessa Megelion. On pourrait, certains dans la salle pourraient témoigner de leurs conditions de travail. C'est pas les mêmes que chez le donneur d'ordre, même si chez le donneur d'ordre, c'est pas terrible non plus. Faut pas, voilà, c'est pas parce qu'on est donneur d'ordre que les conditions de travail sont idéales. Ici aussi dans la salle, je crois que beaucoup pourraient en témoigner. On va parler tout à l'heure de la santé au travail chez Thales, donc ça témoigne aussi que chez les donneurs d'ordre, c'est pas Byzance. Mais en tout cas, on est malheureusement, à mon avis, dans un lien de subordination du donneur d'ordre vis-à-vis des sous-traitants. C'est ça que veulent remettre en cause la fameuse projet de loi des GMS. Parce qu'eux, ils ont subi directement la notion des donneurs d'ordre. Du jour au lendemain, Renault leur a dit, terminé, on délocalise votre activité. Ils n'ont même pas eu de délai de prévenance. Du jour au lendemain, c'était l'équivalent de 300 salariés qui passaient à la porte, sur décision du donneur d'ordre. Pareil, si on peut parler de la SAM, Société Aveyronnaise de Mécanique, Renault et Peugeot ont dit, nous on délocalise votre activité en Roumanie. Ils n'ont pas eu le choix. Donc oui, malheureusement, ils sont victimes de ce lien de subordination où ils dépendent quasi exclusivement à la fois de certains donneurs d'ordre et à la fois parce que le recentrage des métiers a fait qu'ils sont mono-industrie aussi. Donc je pense que le fait de s'attaquer à cette question de donneurs d'ordre sous-traitants, c'est aussi de remettre, je dirais, de remettre du sens pour que cette industrie-là, elle soit viable pour tout le monde et que tous les salariés, qu'on soit donneur d'ordre ou qu'on soit sous-traitant, soient traités de la même façon et qu'on ait notre mot à dire sur la politique industrielle. Je pense que c'est ça vraiment qu'il faut essayer de retenir. Et donc, je passe la parole à la question. Je vais rebondir exactement sur le même sujet, en fait, parce que ce qu'on a vu ce matin, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie industrielle. Et en fait, c'est ce manque de stratégie industrielle qui fait que les grandes entreprises, plutôt que de faire appel à des fournisseurs, elles font appel en fait à de la co-traitance, enfin là pour le coup c'est de la vraie sous-traitance. Ce manque de gestion, en fait, ils le gèrent à petit flux pour gérer leur manque de vision. Et voilà, donc ça c'est le premier sujet, c'est de dire au-delà de GMS, c'est-à-dire que quand il y a de la sous-traitance, c'est pas de la sous-traitance, du coup c'est des fournisseurs, mais quand la gestion des fournisseurs par rapport à des gros industriels, il y a GMS, mais je pense qu'il y a une lutte aussi sur la réalité de ce qu'est la sous-traitance. Aujourd'hui, la sous-traitance, elle est là pour affaiblir la communauté de travail, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est ce que veulent nos directions, c'est-à-dire affaiblir la communauté de travail en mettant les gens dans des cases différentes, et y compris les gens, par exemple, qui font le ménage, ou nous on l'a vu pendant notre lutte à Thales, en fait, on nous envoyait par exemple des camions pour essayer de casser les barrages et puis d'opposer les salariés entre eux, et en fait la discussion elle a tourné avec le camionneur en disant mais tu sais, il y a quelques années, ton poste là, en fait, c'était un poste Thales. Tu avais un bulletin de salaire Thales. Et les gens, ils disaient, ouais, ok, ils descendaient, ils prenaient le café, ils faisaient demi-tour. Et c'est une vraie lutte, et il y a une vraie demande des salariés de se battre là-dessus. Bravo. Ouais, bonjour Emmanuel, salarié de la filière spatiale. Ouais, j'ai entendu beaucoup parler ce matin et cet après-midi de projet de loi. Moi, je voudrais aussi qu'on parle un peu de projet de lutte. Parce que, effectivement, là, c'est bien, on est tous ensemble réunis pour les assises, mais les assises, il faudrait que ça vienne aussi à chaque fois qu'on a des problèmes de salaire dans nos boîtes, à chaque fois qu'on a des problèmes d'emploi dans nos boîtes, à chaque fois qu'on a des problèmes de répression dans nos boîtes, comme c'est le cas chez Vanessa. Et qu'on soit un peu plus solidaire et qu'on soit un peu moins dans nos CSE
à discuter le coup avec le patron pour pouvoir effectivement obtenir quelque chose en ayant un vrai rapport de force. Donc voilà, mon intervention elle est courte, mais c'est vrai que les assises du spatial, il faudrait qu'on les vive un peu plus souvent, mois par mois. Alors la CGT, elle a des structures pour ça, il y a les UL, il y a l'UD où on est reçu pour tenir ces assises. Donc il faut que les délégués, les membres des CSE, ils puissent réinvestir ces structures justement pour qu'on puisse lutter ensemble et avoir un rapport de force beaucoup plus grand. Bonjour, Benoît Thiebaud, secrétaire de la CGT Airbus Defence and Space et photographe. Animateur. Ouais, alors je vais aller un peu dans le sens de Manu par rapport aux luttes dans le milieu du spatial. Ce serait effectivement intéressant qu'on discute des manières de se coordonner entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants ou les ouais, je sais pas comment les appeler, les co-traitants. Donc je pense que ça c'est un sujet important. Un autre sujet dont on n'a pas trop entendu parler, j'aimerais bien avoir l'avis notamment de la table, c'est justement sur la fusion TAS-ADS, risque ou opportunité, c'est la question qui est posée. En tout cas, a priori ça va se faire, il y a des choses qui vont avancer assez rapidement, on aura des informations un peu plus précises pendant l'été, voire à la rentrée. Et du coup, dans quelle mesure est-ce qu'on ne se coordonne pas entre les syndicats qui sont concernés, mais aussi les sous-traitants, ceux qui sont directement concernés ou les sous-traitants, sachant que j'ai un peu du mal à me faire une idée sur est-ce qu'une fusion TAS-ADS c'est une bonne chose. On nous proposerait de faire un pôle public du spatial en fusion TAS-ADS, je pense qu'on serait tous d'accord. Évidemment, on sait bien que c'est pas ce qui va se faire, et comme on n'a pas les détails, on ne sait pas exactement dans quel sens ça va aller, mais quelles sont nos revendications par rapport à cette fusion? Est-ce qu'on est contre la fusion tout court? Ou est-ce que le fait que les gros acteurs du spatial français coopèrent, ça nous intéresse? Voilà, et quelle est la place des sous-traitants? Et qu'est-ce qu'on attend en fait de cette fusion, nous, salariés et notamment syndiqués CGT? Je dirais que ce qu'on attend de cette fusion, c'est qu'elle ne se fasse pas. C'est bon, j'ai répondu à la question? On peut arrêter? Non, alors, il y a une intervention pour dire c'est toi Emmanuel, sur les luttes, et pas parler de projet de loi. Enfin, en termes de lutte, je pense que l'amplification des actions de la coordination aéronautique et spatiale, c'est un vecteur de lutte important à mon avis qui permet justement d'impliquer toute la chaîne de la valeur, toute la communauté de travail. Voilà. Et on a, lors de la dernière réunion, commencé à parler des actions qu'on veut mener, notamment sur les salaires, c'était ta question, avec des luttes, des mobilisations, mais en amont aussi de la consultation de salariés avec des enquêtes salaires qui seraient identiques, menées dans toutes les boîtes de la filière et partagées avec tous les salariés répondants. Parce qu'il y a des mythes sur les salaires des uns et des autres, et c'est comme ça que le patronat fait en sorte que les salariés ne soient pas mobilisés, parce que tout le monde croit que l'autre gagne plus, ou qu'il gagne plus que l'autre, et que du coup ça lui donne une bonne raison de ne pas se mobiliser. Voilà. Donc il faut aussi tuer ça, et pour tuer ça, le meilleur moyen, c'est de faire des enquêtes salaires, la même dans toutes les boîtes, et tous les répondants, ils reçoivent le résultat qui a lieu dans toutes les boîtes. Voilà. Et ça fait un point d'appui pour faire les mobilisations derrière. Et c'est sur quoi on travaille actuellement. Donc typiquement, voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut commencer à faire sur ce sujet-là. Sur Bromo, c'est un projet patronal. Hein. Donc déjà, on connaît la réponse. Non? Bromo, c'est quoi? C'est la fusion des sociétés Thales, enfin des sociétés du spatial, des groupes Thales, Airbus et Leonardo. Mais dans quel objectif? Dans l'objectif d'être plus rentable. Nous, dans nos trois boîtes, dans les trois groupes, les activités du spatial, économiquement, globalement, le marché global est en croissance, nos carnets de commandes sont pleins, il n'y a aucune raison de faire une fusion. Enfin, il suffit de lire les communiqués de presse des différents groupes pour voir à quel point ça n'a aucun sens industriel, cette fusion. Ils sont obligés pour faire croire que ça a du sens, ils sont obligés de nous comparer à Elon Musk. Mais Elon Musk, c'est une consolidation totalement verticale du spatial.
Hein, il fait les composants, il fait la fusée, il fait le satellite et ils vend le service. Et ils disent, nous on fait Bromo pour concurrencer ça. Et Bromo c'est une fusion totalement horizontale. C'est des entreprises qui font des satellites qui fusionnent entre eux. Si on voulait concurrencer Elon Musk, il y aurait Ariane Group dans Bromo. Il y aurait Eutelsat, il y aurait SES, les opérateurs satellites. Il n'y a rien de tout ça. Donc c'est du pipeau. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est fusionner l'industrie, faire une réorganisation horizontale pour limiter leur coût de développement, supprimer des moyens de production pour avoir une meilleure rentabilité à court terme. À moyen terme, ça va se capoter. Parce que le marché, enfin, tu es mieux placé que moi, enfin, vous savez, hein, le marché du géo, aujourd'hui, s'oriente vers le satellite reconfigurable. Il y a 2 sociétés au monde qui font des satellites reconfigurables. Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space. D'accord? Si on fusionne, il n'y en aura plus qu'une. Vous croyez que le marché va être d'accord pour qu'il n'y ait qu'un seul industriel qui fournit le satellite dont ils ont besoin? Jamais de la vie. Ils vont créer une nouvelle société, ils vont faire en sorte qu'il y ait une nouvelle société qui fasse du satellite reconfigurable. Et vous croyez que cette société, elle va être en Europe? Ben non. On va permettre à une boîte des États-Unis ou une boîte chinoise de faire du satellite reconfigurable. Donc on est en train de se tirer une balle dans le pied ici, en termes d'industrie européenne et française. L'autre impact qui va être direct, hein, c'est aujourd'hui l'ESA, la Commission européenne, le CNES, quand ils ont des projets, ils sont face à un duopole. Ils consultent TAS et ADS. Si on fusionne, ils vont consulter qui? Bromo. Bromo qui sera tout seul pendant quelques années. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, nos patrons? Ben, ils vont répondre, mais ils vont marger à fond. Et donc, comme le budget de l'ESA, de l'Europe, du CNES, il est contraint, avec le même budget, on fera moins de projets, plus de dividendes pour les actionnaires, et moins de projets qui rendent service à la population générale. Alors, en quoi on peut penser que ce projet est soutenable et intéressant pour la population? Je ne vois pas. Hein. Si, je vois pour nos patrons et pour nos actionnaires. Ça, j'ai bien compris. Mais pour le reste de la population, je n'ai pas saisi. Donc, à un moment, il va falloir se dire les choses. Sur ce, du coup, j'ai provoqué des questions. On s'excuse. De toute façon, le débat n'est pas peur, va continuer. Mais on va faire une petite intermède, puisque avant de passer à la 3e table ronde, on va parler un peu de la santé au travail. Juste, j'avais une intervention. Il y a 5 inscrits encore. 5 inscrits? Oui. Bon, mais alors on prend les inscriptions. 6. Et du coup, pendant que les inscrits s'expriment, je vous distribue la présentation qui va être faite par Céline sur la santé au travail. Voilà. L'intervention que je voulais faire, déjà la moitié vient de le faire parce que je voulais parler de verticalisation versus Bromo qui est horizontal. Ça, Thomas l'a très bien expliqué. La deuxième partie, c'est la partie industrielle, c'est-à-dire que Thales Alenia Space, donc on a Alenia, donc les collègues italiens, exploiteur Leonardo, et ils ont construit une toute nouvelle usine à Rome pour fabriquer des satellites. Donc nous qui sommes à Cannes, avec nos 1900 salariés restants après suppression de X postes, on est un peu chaud au cucu parce que ici sur Toulouse, c'est quand même un beau bassin d'emploi. En Italie, il reste encore industrialisé, mais alors sur Cannes, il n'y avait que nous. Hein. Après, on a les copains de Sofia, mais on ne pose pas du tout dans la même catégorie, puisqu'ils travaillent plus sur des sous-marins, et nous, on est plus sur le spatial. Donc ça, au point de vue industrialisation, on travaille beaucoup avec les politiques du coin, dont le maire de Cannes, bon, qui n'est pas franchement du même bord, mais malgré qu'il soit libertarien, il comprend quand même que supprimer 1900 emplois directs, ça va faire un peu de mal sur son bassin d'emploi. Et la dernière partie, c'était sur les sous-traitants qui, pour nous, sont vraiment un vivier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'embauche plus. On forme des jeunes, on fait des alternants, mais on les embauche pas, on les fait embaucher par les sous-traitants. Ils viennent travailler à peu près pendant une dizaine, douzaine, quinzaine d'années, et s'ils sont encore vivants, peut-être on les embauche. Donc voilà, ça s'appelle un vivier. Sauf qu'aujourd'hui, vu la situation justement de Thales Alenia Space, les sous-traitants, ils savent qu'ils ne seront plus embauchés, puisqu'on n'embauche pas. Donc ils ne viennent plus. Donc on est dans la situation où on a viré
les personnes qui savent, je vais virer personne, hein. Ils sont partis se faire exploiter dans d'autres parties du groupe. Donc voilà, c'est pour eux, mais en attendant, nous, on a vraiment des membres. Donc voilà, on n'embauche pas, donc en plus, la pyramide des âges, elle ne va pas s'arrangeant. Donc voilà, échange une de 60 contre deux de 30. Merci. Au revoir. L'intervention suivante. On enchaîne. Oui. On enchaîne, et puis... Sur le côté sous-traitance ou pas chez un donneur d'ordre, il ne faut pas oublier que pour un actionnaire, un salarié est une ligne comptable masse salariale. Quand vous avez des sous-traitants pour les grands groupes, pour l'actionnaire, c'est la ligne achat. Voilà. C'est aussi une raison pour laquelle ils sous-traitent. C'est pour faire plaisir à l'actionnaire et réduire la ligne masse salariale. Pierre plutôt. Test. Ouais, merci. En fait, je veux revenir sur la discussion autour de la structuration de notre organisation syndicale autour de la sous-traitance, de l'ordre de sous-traitance, etc. En fait, il y a une des problématiques, donc effectivement, il y a la question de comment est-ce qu'on arrive à travailler tous ensemble. Effectivement, il y a la coordination euro qui est un début de solution et qui est absolument nécessaire. Après, par contre, il y a au moins une problématique qui n'est pas couverte par cette situation-là, c'est celle des camarades qui sont isolés et qui du coup n'ont pas de syndicat et en fait sont directement dans le meilleur des cas sont adhérents à des UL et dans le pire des cas sont juste pas adhérents du tout à la CGT ou adhérents mais sans contact parce qu'ils sont adhérés directement sur internet, ils n'ont pas eu l'occasion de rentrer en contact avec des camarades. Et en plus de ça, même les solutions de coordination, en fait, ça crée des couches supplémentaires au niveau de l'organisation, dans le sens où il y a des syndicats dans lesquels il y a des camarades qui doivent trouver le temps de s'organiser, trouver le temps de se parler, et du coup, ça crée un échange supplémentaire d'organisation, et ça complique un peu la fluidité au niveau des échanges entre tous les camarades au sein de la filière. Définir en fait, puisque du coup c'est étendable à la métallurgie générale dans le cas qui nous intéresse. Et donc je souhaiterais qu'on s'interroge tous sur la structure du syndicalisme d'entreprise qui est adoptée, qui est très peu questionnée parce que ça fait des dizaines d'années que c'est le modèle de la CGT. Et qu'on se rend compte qu'il y avait un modèle avant qui permettait justement de gérer ces situations-là et de mener des luttes, notamment au niveau des conventions collectives qui étaient efficaces, c'est le syndicat d'industrie. C'est-à-dire d'avoir des syndicats locaux liés à une industrie entière, c'est-à-dire de la production, justement, en tenant compte de toute la verticalité des professions, pour aller de la récupération des premières ressources jusqu'à la livraison des produits, et en tenant compte de toutes les filières, et de se structurer géographiquement au niveau local. Et il me semble que ça répondrait notamment à un certain nombre de problématiques, des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc je sais qu'on ne va pas répondre simplement, qu'on ne va pas résoudre cette question-là aujourd'hui, mais je voudrais que tout le monde se pose la question, tout le monde s'intéresse à ce sujet-là, et voilà, parce que ça me semble répondre à un certain nombre de problématiques qui ont été abordées tout à l'heure. Merci. Il y a d'autres interventions ou c'est la dernière? Combien? Il y a quelques-unes rapides. Moi, je veux juste intervenir sur la question de la fusion TAS-ADS, parce que c'est un des points du jour du débat. Tout à l'heure, quelqu'un parlait que ça pouvait. Les raisons, c'est. Ouais, je ne sais pas si je vais l'utiliser. J'ai une coopération entre les entreprises. Le livret que vous avez, des assises du spatial, la plupart des photos, en fait, ce sont des projets de Thales Alenia Space et d'Airbus Defence Space en commun. Et en fait, ça fait l'histoire même de la spatiale qu'on a ces projets en coopération, alors même que c'est des entreprises, mais il y a derrière, vous marquerez sur le cahier de photo, il y a marqué -FNS ou -ESA. Donc j'aimerais qu'on explique en quoi une fusion va changer cette logique de coopération, à part à sortir les agences de la boucle. En quoi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le retour géographique, puisque derrière ce projet-là, il y a la volonté, en tout cas affichée par ceux qui défendent le niveau politique, de mettre fin aux règles de retour géographique qui permettent justement l'implantation dans des territoires, dans des pays, d'une industrie spatiale. En quoi ça va permettre les sociétés européennes? C'est une question qui est plus importante. Et après, je voulais répondre à ce qu'a dit Benoît.
Moi, je pense que c'est pas forcément idiot de se poser la question dans les syndicats, d'avoir effectivement un pôle public. Ce matin, on en a parlé, on a repris en main pour le public de ce secteur, de cette filière, d'avoir un pôle, mais qui ne soit pas une fusion, qui soit effectivement un mode d'organisation. Ça rejoint aussi la question d'ailleurs des logiques de toute la chaîne de valeur, avec TAS, ADS, les entreprises de compétences, les agences, d'avoir effectivement un pôle qui soit effectivement davantage public et qui regroupe davantage de monde. En tout cas, qu'on puisse proposer, puis réfléchir dans nos syndicats, avec les salariés, dans nos entreprises, à un contre-projet de consolidation du spatial. Très vite, sur la fusion, regardez, je lisais un magazine ce matin, Space, le magazine de la conquête spatiale. C'est au numéro 9, parce que apparemment c'est un nouveau truc. Là. Et le directeur général de l'ESA parlait un petit peu de cette fusion. Et j'ai relevé qu'il disait que c'était un levier de croissance et le but c'était d'attirer de nouveaux investisseurs privés. Donc on peut voir à quoi ça sert. C'est pas la CGT qui le dit, c'est une interview dans le journal. Et l'autre truc que je voulais, quand même, qu'on n'a pas parlé depuis ce matin, c'est la question de formation. Parce que l'on soit donneur d'ordre ou co-traitant, aujourd'hui, on a du mal à trouver des emplois qualifiés avec des compétences sur le marché du travail. Je vois sur la région de Mérignac, il y a un certain nombre de donneurs d'ordre, mais aussi tout un tas de sous-traitants où ils cherchent de la main-d'œuvre. On n'arrive plus à trouver de tourneurs, de baseurs, de chaudronniers, de soudeurs, etc., etc. Donc la question de la formation est aussi importante. Voilà, très rapidement, je voulais encore évoquer le projet Gromo. Sur les modalités de mise en œuvre de ce projet, je trouve que c'est assez scandaleux, hein, parce que ça se passe dans les coulisses, les couloirs du pouvoir à Bercy pour récupérer des informations. On l'a évoqué ce matin, c'est très très compliqué, y compris quand on est rapporteur pour une mission d'information. Moi j'ai cherché à en savoir plus. On a auditionné par exemple à un moment donné la DGE, Bercy, où c'était plus une audition, hein, c'était une confrontation. Donc moi j'ai cherché, j'aurais tiré des verres du nez, et j'ai compris à ce moment-là à quel point ils étaient favorables à cette grande fusion. Ils la désirent, ils veulent l'accompagner. Donc il y a eu tout un moment où, dans la presse, parce qu'il fallait partir de la presse, économique notamment, pour essayer d'avoir des éléments, où était mise en scène une espèce de discussion, vous allez voir, c'est pas sûr, mais en fait c'est sûr depuis le début. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose d'assez obscène du point de vue de la politique publique en matière de stratégie industrielle, c'est qu'ils passent en force, ils le font dans l'opacité, la clandestinité et des interactions avec Bruxelles qui sont tout aussi opaques, et sous couvert de souveraineté industrielle aussi. Parce que ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais le pilotage, rappelez-vous, Bromo côté Airbus et Goldman Sachs, qui a été quand même sollicité pour accompagner le projet de fusion, et côté Leonardo, c'est Bank of America. Donc en termes de souveraineté, d'exercice de la souveraineté, c'est très défaillant, pour le dire là aussi très poliment. Donc là, il y a vraiment quelque chose, il faut le marteler politiquement aussi, c'est pas normal qu'aujourd'hui, à l'heure de la lutte contre la désindustrialisation, etc., on pilote ce genre de projets qui n'ont aucun sens. Et là, je reprends les arguments de Sébastien et Thomas, ils sont tellement évidents. On peut fonctionner autrement par la coopération, ça se fait encore, ça s'est toujours fait. Ça peut passer par l'ESA, la commande publique du CNES, etc. On sait faire autrement. Là, on est en train de casser un outil industriel super important qui permet aussi de faire des missions qui ont du sens, etc., sur lesquelles on peut avoir une prise, un contrôle étatique fort. Enfin, moi, j'en rêverais. Un CNES qui est enfin bien doté et autorisé. Et là, je pense qu'il va falloir se battre. C'est aussi une bataille idéologique. Parce qu'en face, dans ce gouvernement illégitime, par ailleurs, il faut quand même le dire encore, ça devrait être nous, la Toilette, on a des gens qui accompagnent la destruction. Et qui le font la main sur le cœur en disant qu'ils sont opérationnels, responsables, fiables. Ils ont toutes les bonnes données pour avancer dans ce sens-là. Et franchement, ils font de la merde. Vraiment. Donc nous, on a essayé de le dénoncer politiquement. On est un peu seul, je dois dire, mais il faut continuer à le faire, parce que là, ils sont en train de créer les conditions d'un désastre, avec un concurrent allemand qui va monter en puissance de fait, on va voir, un nouveau duopole au niveau européen, et on va y perdre pas mal de plumes, et à la fin, en effet, c'est piloté par un patronat qui fait n'importe quoi. Nous, on leur a dit, c'était la dernière audition de la mission d'information, c'était côté Airbus, ADS, ils nous ont dit, ouais, peut-être que ça se fera pas. Ça fait depuis des années qu'on en parle, ça se trouve, vous verrez, tout va bien se faire. Mais bien sûr qu'il l'accompagne. Et moi, je suis très attentif aux prochaines annonces au Bourget. Et on sera là pour apporter la contradiction. C'est juste un point gros mot. Il faut leur faire la nique.
Merci, vous êtes bref. Juste, c'est le regard un peu côté business que je veux donner. Enfin, moi, ce que je vois, c'est ce qui s'est passé avec Ariane. 10 000 emplois, 6 000 emplois, 4 000 emplois perdus. Ce que je vois aussi, c'est les chiffres de la R&D, 3%, sur un secteur normalement de technologie, ce qui devrait donc plutôt de l'investissement de R&D autour de 5 à 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vouloir faire des gains de productivité, comme d'habitude, en supprimant de l'emploi. Il y a des gains de productivité par le coût, c'est-à-dire par la réduction de la masse salariale, au lieu de faire des gains de productivité par l'innovation, ce qu'on appelle les gains de productivité hors prix, hors coût. Donc ça, je pense que c'est cette logique-là qui va de nouveau s'appliquer. Puis ça va être un moyen d'avoir un groupe qui est suffisamment gros pour qu'il puisse rajouter encore plus dans le chantage à l'emploi face à la personne publique. Vous allez dire, je suis trop gros, si je tombe, c'est une catastrophe. Donc, public to fail. Trop gros pour tomber. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance publique n'aura plus les moyens d'influer sur ce type de groupe, n'aura plus les mêmes moyens de peser sur un certain nombre de décisions et de faire un certain nombre de choix. Ce seront ces groupes-là qui pourront les dicter. On voit aujourd'hui, Ariane, ils ont pris combien de retard? Il s'est passé quoi pour eux? Rien. Rien. La puissance publique, elle a attendu 4 ans, l'arme au pied, d'avoir un lanceur. Il ne s'est rien passé. Ah si, on a rallongé. On a mis de l'argent en plus. Voilà. Donc, véritablement, c'est cette bataille-là aussi qui va se faire. C'est-à-dire que les coopérations qu'on peut connaître, elles seront intégrées dans un ensemble, l'emploi va être réduit, et on aura un groupe industriel qui sera en capacité de dicter sa politique spatiale. Voilà. Ok, ça marche. Non, juste moi, je voulais juste revenir sur quelques petits trucs, mais notamment sur ce que disait le camarade sur la logique sous-traitant, co-traitant, etc. Moi, je pense qu'au-delà du mot, et comme David l'a dit, je pense que la question, c'est ce que ce mot, il reflète et ce qu'on en fait, à qui ça profite. Dans le fait que, comme moi je l'ai dit dans l'interv, voilà, cette fragmentation à l'infini du travail, à qui elle profite, et comment elle a accompagné notamment de mesures qui permettent aussi une adaptation, pas seulement économique, etc., mais une adaptation dans les luttes. Vous voyez que le fait que les NAO, ce soit quelque chose qui soit boîte par boîte, fait que on va chacun revendiquer nos augmentations de salaire dans notre coin. Souvent, des fois, c'est même pas au même moment, etc., mais que tout ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on doit réinterroger. Et je pense réinterroger aussi l'alliance entre donneurs d'ordre et sous-traitants, d'une façon avec quel mot d'ordre commun on peut trouver. Et je pense qu'il y a des éléments de réponse qui sont donnés là, mais par exemple, je veux dire, c'est sur un socle commun qu'on doit essayer de monter quelque chose et qu'on doit essayer de monter une lutte pour répondre, comme disait un peu Emmanuel. Mais et je pense qu'il y a des éléments qui sont ressortis, l'augmentation des salaires, la question de le refus de toute suppression d'emplois. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et aussi la nationalisation sous contrôle des travailleurs, parce qu'on voit bien que si c'est sous contrôle d'autre chose ou de quelqu'un d'autre, ça va pas dans le sens qu'on veut. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est le socle commun qui va nous permettre de nous unir, mais sûrement aussi d'agréger à nous un ensemble d'autres secteurs. Parce que je pense que il y a une autre division dont on parle peu, à mon avis, c'est la division même ingénieur-ouvrier, c'est-à-dire que souvent dans ce secteur-là, dans le secteur de l'aérospatial, il y a peu de discussions en réalité entre ceux qui sont les ingénieurs qui conçoivent, etc., et les ouvriers qui sont dans les usines. Et je pense que l'exemple que Xavier il a donné des dockers, ça montre que vous voyez que quand les dockers bloquent un dock, un quai quelque part, il y a le monde entier qui en entend parler parce que c'est une déflagration importante de voir à quel point des travailleurs, des dockers, mais des travailleurs, vous imaginez, des usines aérospatiales, etc., ont la capacité à un moment donné de bloquer la production et que c'est avec eux qu'il va falloir effectivement penser tout ça et avec eux et avec l'esprit et le cerveau de tous les travailleurs qui effectivement veulent repenser leur travail. Et c'est pour ça que même sur la question de la fusion, moi je ne sais pas si une fusion c'est une mauvaise chose ou pas, désolé, je pense que si les travailleurs
Il se peut que si la fusion venait de l'idée des travailleurs eux-mêmes et qui voulaient fusionner leur production, c'est quelque chose qui pourrait s'imaginer. Le problème de la fusion, c'est que c'est une fusion au profit de capitalistes qui, bien évidemment, vont profiter de ce projet-là pour faire des attaques aux travailleurs, pour faire des casses sociales, etc. Et que tout l'intérêt de repenser quelle tête pensante se met à la tête de la stratégie industrielle dont on a pu parler, de la production, etc. C'est la question, à mon avis, qu'on doit poser, parce que cette tête pensante-là est celle qui est en capacité de décider de notre avenir, et que ça doit être nous, bien évidemment, et pas le patron de n'importe quelle multinationale. Merci Vanessa. Merci aux intervenants, que ce soit Jérémy, Jacques, Vanessa bien sûr, et puis Thomas qui est parti parce qu'il est à l'interview. Et place à Céline. Oui, avant qu'on aborde ensemble le thème numéro 3, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un petit état des lieux de la santé au travail chez Thales Alenia Space. Moi, c'est Céline Boutet, je suis élue au CSE et membre de la C2SCT, Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail chez Thales Alenia Space. Du coup, si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Un petit peu de contexte pour commencer. Donc, Thales Alenia Space, c'est une société internationale qui représente un peu plus de 4000 salariés en France sur les sites de Toulouse et Cannes. C'est une société du groupe Thales, entreprise du CAC 40. Et donc, vous l'imaginez, comme beaucoup de vos sociétés à vous, c'est une entreprise traversée par tout un tas d'innovations managériales pondues par le patronat depuis ces dernières dizaines d'années. Et de ce fait, ça fait plus de 15 ans que la CGT alerte, que ce soit par tract ou dans les instances, sur la montée des troubles psychosociaux. Et malheureusement, depuis 2008, Thales Alenia Space a connu 3 suicides, dont 2 où la responsabilité de l'employeur a été reconnue. Si je fais un focus un peu plus serré sur des années plus récentes, depuis la fin du Covid, donc ça fait... depuis la fin du Covid, les alertes de la C2SCT se multiplient, souvent sur des secteurs en particulier, mais si on fait l'addition de tous les secteurs, on couvre quasiment toute l'entreprise. Et à chaque fois, c'est vraiment des alertes sur les troubles psychosociaux. C'est-à-dire que tous les gains qu'on avait gagnés avec les CHSCT sur la santé au travail, dans les usines, sur le travail physique, en fait, on se fait rattraper par toutes les innovations managériales et toutes les réorganisations dans les entreprises, enfin tous ces mécanismes qui mettent tout ce que j'ai listé là, le dogme de la performance, la mise en concurrence des individus, ça fait monter tout un nouveau type de souffrance au travail qui est tout aussi catastrophique, on va le voir. Pour appuyer le fait que on n'alerte pas pour rien, si on s'en tient à des chiffres, il y a une enquête interne qui est menée par la direction chaque année et on voit bien que depuis la fin du Covid, le stress est en hausse, c'est la courbe grise, la satisfaction est en baisse et avec en cause l'organisation du travail, les conflits de valeurs et le manque de reconnaissance. Si tu peux passer... Donc c'est dans ce contexte qui était déjà difficile que le 5 mars 2024, Patrice Caine, président du groupe Thales, a décidé d'annoncer au marché financier, par voie de presse, sans même que les représentants du personnel n'aient été avertis au préalable, la suppression de 1300 postes dans le spatial en Europe, dont 1000 en France. C'était une annonce d'autant plus inattendue que de l'activité il y en avait, que en plus ça c'est intervenu 2 mois après le fait qu'on avait acté un premier plan de suppression de 300 postes. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a créé l'émoi parmi nos collègues et parmi nous. Donc la CGT s'est immédiatement opposée à ce plan en démontrant que avec toutes les données qu'on avait, il était non seulement pas nécessaire, mais en plus dangereux pour la santé des salariés. C'est ce qu'on a voulu aussi montrer à travers une enquête dédiée risques psychosociaux
déclenché dès fin mars pour appuyer notre propos, parce qu'à ce moment-là, dans la lutte, on était un petit peu seuls et on avait besoin de monter le rapport de force et d'impliquer les salariés et d'avoir des mesures un peu, d'apporter de l'eau à notre moulin. Donc cette enquête a confirmé évidemment les retours de terrain qu'on avait déjà, à savoir que dans leur très grande majorité, les salariés, les collègues avaient leur stress qui avait augmenté, qu'ils étaient inquiets pour leur avenir et encore plus inquiets pour l'avenir de leurs collègues. En plus de cette enquête, on a monté, alors c'est vrai que c'est pas dans les planches, mais ça m'a fait réfléchir les interventions ce matin sur impliquer les salariés dans le rapport de force. C'est vraiment des choses qu'on a essayé de monter. On a d'abord été CGT tout seul à faire des réunions d'information pour apporter aux collègues toutes les informations qu'on avait pour démentir et contrer les discours de la direction, pour essayer de les impliquer aussi dans le débat. Et puis, heureusement, petit à petit, le reste des organisations syndicales s'est rallié au point de vue que le plan était injustifié et dangereux. Et on a pu monter un rapport de force en intersyndical, même si c'est quand même la CGT qui était pas mal leader. Si tu peux passer à la planche d'après. Voilà, donc à partir du moment où on était en intersyndical, en CSEC ont été votées 2 expertises, une sur le volet économique, classique, mais on a aussi demandé une expertise spécifique sur la santé. Et on a bien fait, parce que cette expertise a pris la forme d'une enquête qui a été réalisée en juillet-août 2024. Les résultats ont été présentés en septembre et ont montré que, en moyenne, les salariés sont très engagés, majoritairement satisfaits. Ça, j'avoue que je n'aurais pas parié dessus, mais c'est ce que dit l'enquête. Et déjà à l'époque, pour la moitié, ils étaient fatigués et stressés. Et avec en cause le manque de reconnaissance, le discours de la direction qui a apporté une angoisse sur la conjoncture et une vision de l'avenir complètement floue. Et derrière cette réalité, cette moyenne que la direction prendrait pour positive, l'enquête montrait déjà qu'il y avait un grand nombre de salariés qui étaient déjà en grande souffrance, puisque c'est plus de 1 collègue sur 10 qui était en risque élevé ou très élevé d'épuisement professionnel, et dans certains services jusqu'à 30%, notamment chez les RH. Suite à cette restitution par le cabinet Technologia, la direction a présenté un plan d'action RPS. Est-ce que ça a permis d'aller mieux? On va voir ça juste après. En parallèle, côté CGT, on a continué à monter le rapport de force en multipliant les déclarations en CSE, en multipliant les combats avec les salariés, les luttes, où plusieurs députés nous ont rejoints parce que, en plus de mobiliser les salariés, on a essayé de chercher un maximum de soutien auprès des élus de la nation, notamment pour essayer d'avoir l'oreille de notre direction par un biais détourné et des voix qui seraient plus entendues que les nôtres. Et puis alerte de la presse pour militer pour l'arrêt du plan, notamment au nom de la santé des salariés. Donc si on peut passer à la slide suivante. Donc est-ce que le plan de la direction a été efficace? On peut en douter, puisque dès février 2025, c'est au tour du médecin du travail de Toulouse de lever l'alerte. Le service de santé est débordé. Les visites, juste pour raison de risques psychosociaux, ont été multipliées par 7 entre 2024 et 2025. Le médecin rapporte des paniques, des décompensations anxieuses, voire très fortes décompensations anxieuses, des pertes de l'estime de soi, peur de l'avenir. Et elle a fait tout un travail d'analyse de cause qui montre que c'est réellement la surcharge de travail, les réductions des effectifs, les réorganisations dans l'entreprise, le discours anxiogène de la direction sur la crise du spatial, alors que, rappelons-le, il n'y a pas de crise du spatial, le marché est en croissance.
on est dans une transformation du spatial. Et puis pour couronner le tout, manque de reconnaissance flagrant, 0% d'augmentation pour tout le monde, alors que le groupe a une rentabilité de 13 à 14%. Et ça, je peux vous dire que même les collègues les plus éloignés de la CGT, c'est quelque chose qui leur parle. Donc suite à l'alerte du médecin du travail, la direction a daigné rajouter quelques actions à son plan d'action, et notamment sous l'impulsion du médecin du travail, il a été mis en place une cellule d'accueil psychologique par un psychologue du travail de l'association ASTI. Et en parallèle, côté CGT, on a monté une campagne, donc on a continué les mouvements avec les salariés en liant vraiment les notions de salaire et d'emploi, notamment pour bénéficier de la dynamique du groupe Thales, qui était vraiment à fond sur les salaires, ce qui a permis de vraiment avoir un collectif de mobilisation, de faire des mobilisations, y compris avec nos camarades de Thales Eisenhower. Et on a fait une campagne de tract qui s'appelle Mal au boulot, avec 2 objectifs. Le premier, c'est porter des messages auprès de nos collègues, comme il y a la santé avant tout. Rien n'est plus important que la santé. La santé est plus importante que les objectifs qu'on peut vous fixer. La santé est plus importante que la performance, etc. Une liste à la Prévert comme ça pour essayer de contrer le discours patronal. Et le deuxième objectif de la campagne, c'est aussi sensibiliser sur les accidents du travail de façon à lutter contre la sous-déclaration. Parce que pour nous, en s'attaquant au portefeuille de l'entreprise, c'est peut-être un moyen qui nous mette des plans d'action efficaces. Dans les dernières nouvelles, donc Thomas en a parlé, début de semaine dernière, on a eu l'annonce du gel du plan. C'est effectivement une super victoire. Par contre, le soulagement, c'est pas pour aujourd'hui. Parce que sur les 1000 postes qui étaient prévus de supprimer, il y en a déjà 700 qui ont disparu. Et même si ça se fait selon le discours de M. Kane, sans suppression d'emploi, sans licenciement, c'est quand même l'emploi qui est attaqué. Et on va voir dans la slide d'après que l'impact sur les gens, il est réel. Merci. Donc justement, on vient d'avoir les résultats du deuxième volet de l'enquête Technologia. Donc cette deuxième enquête a eu lieu en mai, donc elle est vraiment très récente. Et là, on peut voir, on a la démonstration, même la direction ne peut pas nous dire le contraire, que leur plan, c'est de la merde, que rien ne s'est amélioré, bien au contraire, tout a empiré, tous les facteurs de risque se sont aggravés, les salariés sont moins engagés, moins satisfaits, plus fatigués, plus stressés, et c'est plus un collègue sur 10 qui est en grande souffrance, c'est un collègue sur 6 qui est au bord de l'épuisement professionnel. Et pour couronner le tout, le fameux psychologue du travail dont je vous parlais a fait un rapport disant que le risque de suicide chez Thales Alenia Space est très élevé. Voilà. Donc là, je viens de donner beaucoup de chiffres. Je pense que vous avez compris le tableau. Je voudrais quand même prendre quelques minutes pour expliquer ce que ça veut dire risque élevé ou très élevé d'épuisement professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire risques psychosociaux? Très concrètement, c'est vraiment de la souffrance au quotidien. L'épuisement professionnel, on entend parler beaucoup des gens qui, du jour au lendemain, n'arrivent plus à se lever le matin et à sortir de leur lit parce que le corps lâche. Mais ça, c'est l'aboutissement d'un long processus. C'est-à-dire que les gens qui sont au bord de l'épuisement professionnel, ils sont déjà à avoir des conséquences physiques au quotidien, de l'irritabilité, des insomnies, des prises de poids, ou au contraire de la perte de poids, des problèmes de concentration, des douleurs, des palpitations, ça peut prendre tout un tas de formes. Et ça, c'est déjà quelque chose qui les marque dans leur corps et dans leur esprit.
Deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que cette souffrance-là, ce n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de choix d'entreprise et de choix de société. On va parler dans le thème 3, on a parlé ce matin de prédation du capital sur l'économie, on va parler sûrement dans le thème 3 de prédation du capital sur l'environnement. Là, on est dans la prédation du capital sur la santé humaine. Il faut bien voir que chaque fois qu'on laisse l'entreprise aller chercher la rentabilité à tout prix, le prix que l'entreprise ne veut pas payer, c'est les salariés qui le payent au prix de leur santé. Mais si c'est des conséquences de choix, c'est-à-dire qu'on peut faire d'autres choix, et qu'il est urgent de faire d'autres choix, il est vraiment urgent de remettre le vivant au cœur de la définition du travail et au cœur des décisions à tous les niveaux. Pour ça, la CGT a plein de revendications, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous laisser vous rapporter à la présentation que vous pouvez retrouver dans le QR code en dernière page. Voilà, merci pour votre attention.